Bonjour Madame et Monsieur, bienvenue sur TV Touba pour cette nouvelle édition. Et cette fois-ci, nous recevons une personnalité bien connue du monde des ONG et des associations et une militante, Madame Djenaba Yaya Touré. Et présidente de Je m'engage, une ONG. Mais avant de rentrer et avant de poser quoi que ce soit comme question, tout d'abord je tiens à vous remercier et je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation sur TV Touba, parce que je sais que voilà, vous avez plein de choses à faire, vous avez beaucoup de choses à faire et surtout là avec la chaleur c'est pas facile, donc merci énormément. Mais avant quoi que ce soit, je vais vous laisser vous présenter vous-même, parce que moi, la présentation, elle est très brève. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Et qui est Djenaba Yaya Touré et quel est votre parcours et aujourd'hui, que faites-vous? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers auditeurs, téléspectateurs de Touba TV. Et merci aussi à M. Diallo et à mon ami Salihine, les jeunes frères, d'avoir fait le link. Donc, moi, je m'appelle Touré Djenaba, dite Yaya. Donc, je suis mauritanienne et je fais partie de la société civile ici et d'ailleurs, mais je préside aussi une jeune organisation citoyenne qui se nomme Je m'engage. Au niveau de mes études, je suis professeur de langue et littérature française, mais professionnellement, aujourd'hui, je fais de la consultance en dehors des activités que je fais dans la société civile et je me défini comme un artisan du changement. Donc, un artisan du changement, c'est une personne qui développe des approches, des concepts, des méthodologies basées sur une réalité sociétale, économique, environnementale, sécuritaire, etc., politique, environnementale. Donc, qui prend en compte l'ensemble de toutes ces choses-là qui nous entourent et qui influent dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et puis, je développe des approches en adéquation avec ceci. Et vous, comme je l'ai dit dans la présentation et que vous venez de le dire, vous êtes aussi membre et présidente d'une organisation citoyenne, Je m'engage. Et vous pouvez nous en parler un peu de cette organisation et ça a quel but exactement? Parce que Je m'engage, c'est très parlant, mais en même temps, vous vous engagez sur quoi? Et envers qui? D'accord. Donc, Je m'engage, c'est un ensemble de jeunes et de moins jeunes avec des profils avec des profils différents et variés qui ont décidé de mutualiser leurs connaissances pour mettre ça au service des communautés vulnérables. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, en général, ces profils-là sont dédiés à la vie économique et que, je ne dirais pas pour une fois, mais en tout cas, dans le cadre de Je m'engage, on mutualise tous ces potentiels-là, tous ces profils-là, et on le met donc au service des communautés vulnérables. Autour de différentes choses, mais majoritairement de tout ce qui est éducation citoyenne, ce qui est très très large, mais aussi de tout ce qui est dédié à l'insertion socio-professionnelle. Des jeunes en particulier, mais pas que des jeunes. Donc on coach, on accompagne, on outille pour rendre résilient, et on amène aussi des techniques, et quand on a un partenaire, on appuie aussi financièrement, même quand on n'a pas de partenaire, de tout petits projets, des petits micro-projets pour aider des jeunes et des femmes à s'autonomiser. Et votre zone d'influence se limite au niveau de Nouakchott ou c'est toute la Mauritanie ou une région plus bien particulière? On est majoritairement basé ici et à Nouakchott, mais on agit à l'échelle du pays, peut-être de manière ponctuelle. On a déjà travaillé dans beaucoup de régions du pays, mais il y a aussi des régions où on n'a pas été, mais on n'a pas de restrictions en fait géographiques ou territoriales. Si aujourd'hui on a le moyen d'y aller, si on a un potentiel d'y aller, s'il y a un besoin qui se fait sentir et qu'on ait le minimum pour apporter notre expérience, notre expertise dans cette région-là, on ira avec plaisir. Et je le rappelle, Je m'engage donc, c'est un groupe de jeunes qui sont bénévoles. Avant de passer par rapport à Je m'engage, et pour ceux qui seront intéressés éventuellement, comment vous contacter et quel type
d'aide ou de subventions avez-vous besoin? Est-ce qu'il y a un besoin? À Je m'engage, on a plusieurs concepts, mais on a aussi 12 valeurs. Mais on dit souvent la chose suivante. À Je m'engage, on est assis ou debout. Quand un partenaire vient, il renforce notre assise. Mais qu'il soit là ou pas, on agit. Parce que la ressource première qu'on a, c'est la ressource humaine. Et on a de la ressource humaine. On sait faire des choses qu'ici, on les capitaliser en termes de finances, c'est quand même un point important. Et comme au fil de ces dernières années, parce qu'on va sur notre 6e année d'existence, 6-7 ans maintenant, et donc on a aussi capitalisé du matériel, des outils, de la logistique. Donc même sans un partenaire, on peut au minimum partager nos connaissances et je pense que ça c'est déjà d'importance. Maintenant, il y a des besoins, bien entendu, parce que quand on amène des gens pour des formations, on a quand même besoin de les mettre dans un minimum de confort et de leur disponibilité, ne serait-ce qu'une petite convivialité. Ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc, je voulais rappeler, Je m'engage, c'est une organisation qui est composée de bénévoles. C'est difficile déjà que les gens viennent bénévolement, mais en plus leur demander aussi de sortir de leur poche aussi, en plus de leurs connaissances, dans la durée, peut-être que ça ferait fuir. Donc, c'est sûr qu'il y a des besoins. D'autant plus aussi, il n'y a pas que des besoins au niveau de Je m'engage, mais il y a aussi des besoins, surtout ça, c'est pas les plus importants, mais c'est pas les plus importants du moins, mais les plus importants, c'est les besoins des communautés et des populations. C'est-à-dire que ces besoins, on peut le voir à l'œil nu, à Nouakchott, quand on traverse les quartiers, qu'il y a vraiment des besoins de tout niveau. Donc, tout appui qui vient, nous on prend et on le redonne à ceux qui en ont le plus besoin. D'accord. Et d'ailleurs, il y a quelques instants dans vos dires, vous avez dit que vous prenez pour appuyer ceux qui en ont besoin, et des femmes et des hommes. Et là, en l'occurrence, on va parler des femmes, parce que le but de cette émission, c'est l'entrepreneuriat féminin, comme levier de développement en Mauritanie, au plus large en Afrique. Et c'est quoi l'entrepreneuriat féminin? Comment vous le définirez et comment elle se manifeste? Vous savez, c'est pas une question facile. Je ne sais pas si je peux le définir, mais je peux le décrire dans la réalité du quotidien. Voilà comment je le décris. L'entrepreneuriat féminin en Mauritanie, il faut déjà commencer par rappeler un certain nombre de réalités. C'est pas moins de 50, c'est plus de 52% de la population mauritanienne qui est féminine. C'est plus de 70% qui est composé de jeunes et de femmes. Donc vous voyez déjà, en termes d'importance, le nombre, la valeur, la capacité, le potentiel, positif ou négatif, qui existe. Donc, quand on parle déjà des femmes. Ensuite, on a plusieurs réalités et il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Quand on entreprend, c'est qu'on développe tout simplement une activité avec comme but un retour lucratif. Maintenant, ça c'est c'est pas une bonne définition, mais en tout cas au moins c'est une petite description de la chose. Maintenant, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Il y a plusieurs catégories d'entrepreneurs femmes en Mauritanie. Il y a ce qu'on appelle les femmes qui entreprennent et ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de survie. Ce sont ces femmes-là qui ont subi des chocs. Ça peut être lié à un divorce, ça peut être lié à un décès, ça peut être lié à la perte de l'emploi du mari, ça peut être lié même à la polygamie. Récemment, j'ai contribué au nom du GREA, parce que je fais aussi partie du GREA, le groupe de recherche sur l'entrepreneuriat en Afrique, qui est présidé ici au niveau de la Mauritanie par le Dr Nenekan, ancien ministre du MASEF. Et donc, au niveau de l'université de Nouakchott, et il y avait c'était vraiment un focus sur ça, donc une intervention qui parlait un peu de ces choses-là, qui rappelait que plus de 29-33% des femmes mauritaniennes sont des femmes chefs de famille, donc divorcées. Et comme on l'a dit ici, souvent quand on divorce des femmes, beaucoup d'hommes divorcent aussi des enfants qui restent à la charge de la maman. Et donc ces femmes-là, souvent, ça peut être un déclencheur entrepreneurial dans ce sens-là.
Et donc, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de survie. Donc, elles commencent, elles voient là où, si elles ont une tontine quelque part, si elles ont un ami, un cousin, un frère, une amie qui peut leur avancer, donc, etc., commencer à entreprendre. Mais est-ce que c'est l'entrepreneuriat le plus lucratif ou celui qui va aller le mieux dans le bon sens? Rien n'est moins sûr. Il y a aussi d'autres entrepreneurs ici en Mauritanie parce qu'elles sont, par exemple, dans un environnement où les fonds existent, où il y a cette potentialité-là. C'est souvent un peu peut-être ces femmes-là qui entreprennent dans la zone marché des femmes, etc. Parce qu'il y a des familles, elles peuvent voyager, partir, revenir, ramener des marchandises, etc. Mais il y a aussi une autre marche d'entrepreneurs femmes en Mauritanie. Donc, en dehors aussi de ces moments qui vendent le poisson, les légumes, etc., pour subvenir à des besoins. Donc, qui est peut-être un peu plus, disons, entre guillemets, réfléchi, parce que c'est un désir. Mais il commence juste, c'est une impulsion qui commence à démarrer. Aujourd'hui, on voit des femmes qui se veulent entrepreneurs, donc qui réfléchissent, qui écrivent, qui démarchent, qui vont chercher de l'information, qui vont chercher de la formation. Il y a aussi différents concours au niveau du pays qui ont aussi donné une dynamique par rapport à ça. Donc, les différents concours de Cosmos, donc en tout cas, c'est type Mori App Challenge, je pense, avec Hadina. Donc, il a donné un peu ces opportunités-là, mais aussi il faut voir peut-être aussi leurs limites. Le concours aussi de la BNC, je pense, de plus en plus qui encourage les jeunes femmes. Qui encourage les jeunes femmes, mais ils encouragent les jeunes femmes tous ces organismes, toutes ces organisations, comme vous dites, dans l'entrepreneuriat. Mais financièrement ou comment dire ça, dans la vie de tous les jours, et quelle est la place exacte de la femme en fait entrepreneur? Dans la réalité des faits, l'entrepreneuriat dit informel, je dis dit informel parce que je refuse de l'appeler informel, je l'appelle plutôt le milieu structuré non reconnu. Vous savez, c'est celui qui emploie une majorité ici de femmes. Et ce sont elles, en fait, qui tiennent une grande marge économique de ce pays-là. Mais seulement, elles n'ont pas la visibilité sur elles. Elles ont du mal à passer à l'échelle. Il y a souvent un exemple que le Dr Nenekan donne dans ses conférences. C'est la chose suivante. Elle dit qu'il y a par exemple une vendeuse de poissons, elle a une baignoire. Ma grand-mère peut-être envoyé là-bas ma mère acheter du poisson dans cette même baignoire-là. Elle m'a envoyé là-bas et moi je peux encore y envoyer mes enfants, elle a toujours la même baignoire. Donc peut-être que c'est l'accompagnement qui manque pour qu'elle puisse faire ce qu'on appelle le passage à l'échelle ou le passage à l'évier. Le passage le passage est à l'échelle. Et donc, dans ce cadre-là, leur apport économique est difficile à définir. Et puis aussi, ce sont aussi des petits commerces, souvent, comme je l'ai dit, qui tournent souvent autour de cet aspect-là de survie. Donc, de temps en temps, quand il y a un choc aussi dans le milieu familial, un enfant qui tombe malade, autre chose, c'est encore leur projet entrepreneurial qui plonge encore, qui redescend avant qu'elle ne puisse aussi se relever. Donc, la place de ces femmes entrepreneurs-là n'est pas suffisamment valorisée. Elle n'est pas suffisamment accompagnée. Elle n'est pas suffisamment structurée. Et la faute en revient en partie à nos gouvernants, parce que si on constate la réalité du terrain, il faudrait qu'on mette en place les accompagnements adéquats. Aujourd'hui, par exemple, j'ai parlé de tous ces concours-là, mais ils viennent, je ne dirais pas qu'ils font du copier-coller d'ailleurs, mais ce qui serait important, c'est qu'ils le fassent de manière endogène, qu'ils aillent voir ces entrepreneurs-là du secteur informel, regarder parce qu'ils ont du potentiel, ils ont de la valeur, les projets ont de la valeur ajoutée. Voir par exemple comment les accompagner pour qu'elles se structurent, qu'elles grandissent et puis qu'elles prennent leur envol. Mais vouloir inviter, par exemple, les mamans, j'ai déjà dit ça à une représentante de la Banque mondiale qui était venue ici pour un atelier sur le commerce transfrontalier. Je lui ai dit, si j'étais vous, je n'inviterais pas les mamans qui vendent des légumes et qui vendent du poisson au niveau de l'hôtel Monotel. Parce que c'est pas leur environnement. C'est elles qu'on est censé écouter. Vous les amenez dans un environnement qui les dépayse. Ils voient des choses et vous parlez dans des langues qu'elles ne comprennent pas. Vous voulez qu'elles apportent quel type de contribution? Je dis, regardez la salle. Depuis le matin, c'est plein de femmes qui parlaient. Et dès qu'elles ont parlé, on a senti que la connaissance était de leur côté.
Mais il a fallu, par exemple, la fin de la journée pour que ces femmes-là prennent la parole. Et c'est dommage. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis une tente à la plage des pêcheurs et j'aurais invité ces femmes-là à venir intervenir et je leur aurais acheté tous leurs poissons pour qu'elles se concentrent dans mon cours. Je sais pas quoi, je dis que c'est des choses mais hormis le manque d'accompagnement et le manque de moyens, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça. Et quel est le premier frein à l'entrepreneuriat féminin? Parce que souvent, en fait, on a l'impression que la femme, que ce soit en Mauritanie ou ailleurs, elles ont du mal à concilier entrepreneur et vie familiale ou vie... Le premier frein d'abord, c'est déjà d'avoir cette culture-là en soi. On nous dit ça et quand on part dans le monde, on nous dit ça nous dans le monde entre guillemets francophone et quand on part dans le monde anglophone, qu'on le veuille ou non, on constate quand même qu'il y a des parts de vérité. Le monde francophone n'est pas assez entrepreneur. Il fait des efforts, il est en train de s'améliorer, mais il n'est pas suffisamment entrepreneur. Ça veut dire, moi je le dis souvent aux jeunes qui viennent à Je m'engage parce qu'on a la plateforme des jeunes tous les mercredis où les gens se réunissent pour réfléchir, pour échanger. Et en fait, quand je dis que moi, j'ai pas eu l'occasion d'avoir une plateforme des jeunes comme celle de Je m'engage quand j'avais leur âge à eux. Parce que je sais que j'ai un beau panel de lexique, mais je ne savais même pas si je connaissais le mot entreprendre. Il ne faisait pas partie dans mon cadre, dans mon environnement, dans les échanges. Il n'y avait pas en fait ce type d'opportunité-là que nous aujourd'hui on crée, ne serait-ce qu'en termes de communication pour la femme. Donc pendant longtemps, j'ai réfléchi à énormément de choses, j'ai jamais réfléchi à entreprendre. Et pourtant, j'avais certainement eu énormément de possibilités de développer des choses. Donc l'environnement et le contexte dans lequel on vit, ça aussi, ça a un impact et c'est aussi un frein. Mais ce sont des freins qui sont en train d'être levés, soit par les difficultés de la vie, soit par les réalités, soit par l'interconnectivité aujourd'hui. Parce que l'accès à l'information qu'on a aujourd'hui, on peut ne pas... Il y a des choses auxquelles peut-être... Quand j'avais 18 ans, auxquelles je n'avais pas l'opportunité de penser parce que je ne les voyais pas ou je les voyais tellement éloignés que je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait arriver un jour chez moi, qui aujourd'hui sont très accessibles avec l'interconnectivité, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui existe, avec Internet tout simplement. Mais aussi, ma question, je vais la poser autrement ou dans un autre forme. Non, vous avez bien compris, mais j'ai envie de rentrer encore plus dedans et autrement. C'est-à-dire... Aujourd'hui, on sait que, en l'occurrence, chez nous, en Mauritanie, le mariage tôt, pour ne pas dire précoce, existe. Et beaucoup de ces femmes-là, comme vous avez pu dire, c'est de l'entrepreneuriat par nécessité, pour ne pas dire obligation. Donc voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas par le manque de développement, c'est pas aussi dit, entre autres, à ces mariages-là où à la perte des hommes, de la transformation des rapports de pouvoir aussi. Non, ce sont aussi des réalités. Vous savez... parce qu'on sait qu'une femme entrepreneuse, elle est indépendante, elle est libre. Oui. Les problèmes, en fait, ce sont des problèmes à plusieurs dimensions. Il y a une dimension qui relève d'abord des femmes, il y a aussi des dimensions politiques, il y a aussi une dimension sociétale. C'est vrai, il y a une dimension sociétale. Aujourd'hui, à titre d'exemple, on a vu énormément d'hommes qui ont peur en fait que leurs femmes entreprennent parce que cette indépendance-là de la femme les effraie bien entendu. Et ça renforce aussi quelque part aussi, oui, ça inverse le pouvoir. Parce que si tu peux apporter 5 et moi je peux apporter 5 comme toi ou 7,5 ou 10, donc le rapport, je ne dirais pas de force, mais le rapport de courtoisie va changer. Hein? C'est clair, qu'on le dise ou pas. Donc ça aussi, ce sont des réalités. Mais aujourd'hui, même s'il y a des femmes qui acceptent toujours d'être freinées par des hommes, il y a de plus en plus de femmes qui n'acceptent pas d'avoir comme frein des hommes. Il y a de plus en plus de femmes qui comprennent que le mariage est certes important, mais que ce n'est pas une fin en soi. Ça veut dire que je pense qu'il y a quelques années, moi qui suis célibataire endurcie, j'entendais souvent genre ah, mais va chercher un mari. Je l'entends moins maintenant. Ok, donc ça veut dire peut-être que même sans qu'on s'en rende compte, même à petit pas, même à pas
même à pas de souris ou de fourmis, la société avance quand même, même dans sa manière d'interagir. Moi, j'avais 2 tantes dont je me moque souvent. Je leur disais, je ne me rappelle que je suis une femme divorcée que quand je vous vois. Maintenant, je peux les voir et les revoir, elles ne me le rappellent plus. Donc, ça veut dire que pour elles, voilà, il y a aussi une forme d'évolution, même si elles ne s'en rendent pas compte forcément. Tout à fait. Donc, oui, le mariage aussi, oui, mais c'est à 2 niveaux. Hein. On ne peut pas tout mettre sur le dos des hommes parce que parfois aussi, il y a de ces femmes-là qui aiment ce confort-là, qui le réclament et qui le revendiquent. Mais de plus en plus, les femmes prennent conscience qu'elles peuvent vivre et vivre pleinement. Et puis, le mariage n'est pas antinomique à la réussite sociale. C'est la chose, je pense, qu'il faut surtout retenir. Le mariage n'est pas antinomique. Moi, je me suis mariée très jeune. Je me suis mariée bien avant mes 20 ans. J'ai fait des enfants, je les ai eu à l'université. Certains me diront, tu es peut-être une exception, mais peut-être aussi que je ne suis pas une exception. Peut-être que je suis juste une exception qui a de la voix plus que d'autres voix. C'est pour ça qu'on ne voit pas les autres types d'exceptions. Et peut-être que c'est l'inverse qui est en train de devenir exception. En tout cas, on l'espère. Oui. Et pour passer à une autre question, toujours dans la lignée, et moi j'ai envie de savoir, parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce bouleversement universel ou mondial, planétaire qu'on connaît, et quelle est l'importance de l'entrepreneuriat féminine dans notre système, en fait, dans nos États? Vous savez, la chose la plus importante, ce n'est même pas que nos États comprennent. La chose la plus importante, c'est juste qu'ils se contentent de valoriser ce qui existe déjà. Parce que, de tous les temps, je pense que nous tous qui sommes ici actuellement, et ceux qui sont en train peut-être de regarder ou qui regarderont, ils doivent reconnaître qu'il n'y en a pas un seul d'entre eux. Peut-être que c'est le mot entrepreneur ou entrepreneuriat qui n'était pas collé à ces femmes-là, mais il n'y en a pas un seul d'entre nous qui, pendant toute sa vie, toute son enfance, ne connaît pas des dizaines et des dizaines de femmes, de son entourage direct et indirect, qui sont dans cette dynamique économique-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est aussi important dans toute cette dynamique-là, ce n'est même pas qu'on fasse de l'entrepreneuriat, genre, je sais pas, on fait du gagnant-gagnant, du B2B, etc. Non, c'est déjà de voir notre modèle de vie et d'entreprendre en relation avec notre société et en relation avec nos réalités. Et je pense qu'un des types d'entrepreneuriat qui répondent le plus à ça, c'est l'économie sociale et solidaire. Moi, je suis passionnée de l'économie sociale et solidaire. Parce que l'économie sociale et solidaire prend en compte nos réalités, nos valeurs, notre conception des choses et notre manière de vivre. Et cette manière de vivre-là, elle peut être gage d'un développement important pour nos communautés, et pour l'interconnexion de nos communautés, et bien entendu pour le pays tout entier, et pourquoi pas pour le continent. Donc, au lieu d'aller ramener des choses d'ailleurs, prenons déjà ce que nous avons, et vous voyez, moi je me rappelle que maintenant de plus en plus, les partenaires au développement économique, etc., ils s'intéressent à l'économie sociale et solidaire. Ça a été conceptualisé comme d'habitude de l'autre côté. On nous l'a ramené sous forme d'innovation. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller faire une formation et en France il y a 2-3 ans sur la thématique donc de l'ESS. Et quand je suis arrivée là-bas, on me dit ici il y a un grand expert, ici c'est un groupe qui fonctionne. Donc après ils viennent, ils parlent, et puis moi je les écoute. Après ils disent est-ce que vous avez des questions? Je dis mais qu'est-ce que vous nous avez appris? Ce que vous êtes en train de dire là, c'est notre valeur de vie. Les principes et les valeurs de l'ESS, c'est les principes et les valeurs de vie de nos pays, de nos villages, de nos régions africaines. Il n'y a rien de nouveau pour nous, mais peut-être seulement y réfléchir et y donner une dimension économique. Parce que c'est ça la solution, je crois. Mais en parlant de dimension économique, vous avez parlé vous avez dit ce qu'on peut demander à nos États, c'est qu'ils ils valorisent l'entrepreneuriat féminin. Mais aussi, côté économique, on sait que, comme je l'ai dit, avec les crises actuelles qu'on connaît, les crises économiques, les crises d'emploi et tout ça, et financières. Donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin n'est-il pas un moyen, en fait, des ripostes à toutes ces crises-là, économiques, financières et d'emploi, parce que on sait que la femme, elle est très libre
d'une certaine façon, sur certaines choses, voilà, un homme va dire, moi, il faut que ma boutique elle soit remplie d'en bas en haut. La femme va dire, moi, je veux commencer avec une petite table et ça me suffit. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de riposte économique? Mais absolument, c'est une évidence. Hein. C'est une évidence pour qui veut voir. Maintenant, c'est pas une évidence pour celui qui fait semblant de ne pas voir. Vous voyez, toutes les études ont montré un certain nombre de choses. Que quand les femmes gagnent de l'argent, elles le ramènent dans la famille. C'est toute la famille qui se développe. Quand une femme se développe, c'est toute la famille qui se développe. C'est pas une critique envers les hommes, mais quand les hommes se développent, c'est pas forcément toute la famille qui se développe. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est que même par rapport à l'accès des fonds, c'est vrai que c'est assez difficile. C'est vrai que maintenant, avec les mutuelles et autres, il y a plus de possibilités d'accès pour les femmes, avec aussi les systèmes de tontine, etc., 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 etc. Mais au-delà de toutes ces choses-là, il y a aussi quelque chose de très important que les études ont montré, que les femmes, quand elles ont une, entre guillemets, meilleure gestion, surtout une meilleure gestion dans le remboursement. Par exemple, quand les femmes prennent un fonds quelque part dans une mutuelle, etc., elles remboursent mieux que les hommes. Parce qu'il y a cette dimension-là du regard social. Comme on dit aussi, la femme est les meilleures gestionnaires. Négative, sur elle ne l'accepte pas. Par contre, le problème n'est pas là. C'est que, comme aussi l'a montré un certain nombre de cas, c'est que j'ai un ami, un grand frère, un mentor, Patrick, qui le rappelait. Il disait qu'il y avait une grande organisation qui accompagnait des femmes dans le milieu rural, etc. La femme, elle est partie de son petit projet, elle l'a développé, jusqu'à avoir près de, je sais pas quoi, près de 3 et quelques millions. Elle a remboursé et tout, elle a gagné son argent jusqu'à près de 3 millions. Et 2 ans plus tard, on est revenu et on lui a dit, mais où est l'argent? Elle l'avait utilisé pour le mariage de sa fille. Et elle était retournée quasiment à zéro. Et donc les gens lui expliquaient, mais non, et elle ne comprenait pas en fait que les partenaires puissent revenir pour lui demander des comptes, parce que pour elle, elle a pris, elle a développé, elle a remboursé, c'était son argent. On lui a dit oui, mais c'était, on lui dit oui, c'est ton argent, mais c'était pas l'usage auquel il était réservé. Donc aussi cette dimension-là, aussi bien sociale, mais aussi dans le suivi, ça aussi peut-être que c'est quelque chose qui pourrait aider à revaloriser l'entrepreneuriat des femmes. Et bien entendu, sans le développement économique des femmes, il n'y aura pas de développement de nos pays. Et je pense d'ailleurs qu'il faudrait que ça sorte même du cadre purement développement économique pour aller aussi dans le cadre politique. Parce que je pense que peut-être que vous êtes fatigué, que vous avez donné tout ce que vous aviez. Je pense qu'il est temps. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie et je vais vous lire ce qui s'agit. L'Afrique est en avance sur les restes du monde en ce qui concerne le nombre de femmes entrepreneurs. Mais en même temps, les femmes entrepreneurs continuent de réaliser des bénéfices inférieurs en moyenne de 34% à ceux des hommes. Donc, comment on explique ça en fait? Je ne sais pas, mais peut-être que je vais tenter quelques explications. Peut-être aussi qu'il y a la charge. Il y a la charge sociale, parce que souvent, il repose plus pour les femmes. Moi, je sais par exemple que quand il se passe quelque chose dans la famille, mes frères, ça les dérange peut-être moins de ne pas y apporter ce qu'ils devraient y apporter que moi en tant que femme. Ils le vivent plus sereinement. Non, c'est vrai. Et il y a aussi tous les chocs dont on a parlé au départ de cette émission-là, que subissent les femmes et qui peuvent aussi avoir un impact. Parce que vous savez aussi, tout à l'heure vous parliez aussi de la relation homme-femme dans l'entrepreneuriat. Parfois, quand une femme se développe et qu'elle réussit, parfois c'est insupportable. Parfois, c'est même pas que pour le mari, mais parfois c'est pour même la famille du mari qu'ils aient une impression que la femme puisse être un tant soit peu, entre guillemets, supérieur au mari en question. Et c'est aussi des mariages, des couples qui s'écroulent face à cela. Mais je pense que ce sont des évolutions qui vont arriver avec le temps. Vous savez, il n'y a pas très longtemps encore, dans ces pays dits développés, les femmes n'avaient pas le droit de vote, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. Moi, je suis plutôt dans l'optimisme, je ne suis pas dans cette comparaison-là. Ici, on dit chacun va à son rythme et c'est le bon rythme. Donc, nous aussi, notre continent africain va à son rythme et c'est le bon rythme. Et là, en fait, par rapport à ce que vous disiez par rapport aux hommes, au continent et certains pays aussi, et en fait, quel système
quel système nos États ou nos leaders doivent adopter pour qu'en fait il n'y a plus cette opposition réelle ou pas entre l'entrepreneuriat féminine et masculine, pour qu'elles en fait elles soient sur le même pied d'égalité, en fait, c'est-à-dire pour que les femmes soient aussi bien entrepreneurs, outillées, aidées et soutenues que les hommes, parce que pour un pays comme la Mauritanie ou l'Occident, en l'occurrence par exemple la France, et être femme, déjà comme vous l'avez dit, c'est pas tout à fait facile, et en plus de ça, être femme noire, c'est encore plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait pour aider la femme pour qu'elle soit sur le même piédestal que l'homme, tout en entrepreneurial? Moi, je pense que dans le monde entrepreneurial, professionnel, il y a différentes, il y a une étude, il y a plusieurs études qui ont été faites, qu'on a compilées la dernière fois, donc pour l'intervention à l'université de Nouakchott-El-Asriya le 8 mars. Plusieurs études qui ont été faites et on en est sorti avec 7 recommandations que je pourrais vous partager tout à l'heure. Mais je pense que la chose première à faire, c'est la pratique de l'équité. Je reprends. C'est la pratique de l'équité. Aujourd'hui, en termes d'écriture, en termes de législation, même s'il y a des choses à améliorer, il y a quand même dans tous les domaines un certain nombre de choses existantes. Maintenant, entre ce qui existe, entre ce qui est légiféré et entre ce qui est la pratique au quotidien, c'est là où se situe le gap. Tu vois, par exemple, quand on regarde, par exemple, pour les filles même à l'école, quand elles commencent les études, il y a plus de filles à l'école primaire que de garçons. Tout à fait. Mais plus les études vont aller dans le moins il y aura des filles. C'est dû à quoi? C'est dû à plusieurs raisons. Il y a cet aspect-là de mariage, mais il n'y a pas que le mariage. Vous savez, chez nous, culturellement parlant, c'est plus difficile de laisser sa fille partir d'un point A, d'un village A à un village B, ou du village à la capitale pour aller poursuivre ses études. Parce qu'on a encore cette conception-là de la fille honneur de la famille. Mais la fille, elle porte honneur à elle d'abord et à sa vie elle-même. On n'a pas à lui mettre cette charge-là, comme quoi tu as tout l'honneur de la famille. Il ne faudrait pas qu'on t'envoie en Nouakchott et que tu te reviennes, je ne sais pas, avec un bébé, ou qu'on fasse après ton mariage ici au village, et puis que ton mari n'est pas satisfait le lendemain matin. Il faudrait déjà qu'on dépasse toutes ces réalités-là. Il y a énormément de choses qui entravent un peu ces aspects et ces aspects-là du développement d'abord de la femme en tant qu'être humain tout simplement. Et je pense que la seule solution qu'on a, c'est l'équité. L'équité, ce n'est pas l'égalité. Parce que vous voyez, si je fais ça et que je veux que les deux doigts voient la même distance, ils sont peut-être au même niveau à la base, mais ils ne sont pas, c'est pas équitable. Ce qui serait équitable, c'est que je décale ça pour qu'ils aient la même taille, pour qu'ils puissent voir. Donc, il faut qu'on arrête de parler d'égalité et qu'on soit dans la pratique de l'équité. Et là, vous avez parlé de quelque chose, vous avez parlé d'équité et d'égalité. Mais je vais utiliser peut-être un terme qui parle beaucoup à beaucoup de gens, en l'occurrence, encore une fois, la population noire, c'est qui est la ségrégation. Là, dans ce cas-ci, je parle de ségrégation sectorielle. C'est-à-dire que la femme entrepreneur, elle est plus orientée sur des métiers dits de femmes. Est-ce qu'on ne doit pas aussi casser cette hégémonie et aller sur des choses, comme vous dites, plus équitables aussi? Le plafond de verre est une réalité pour les femmes, dans tous les corps de métier. Le plafond de verre, où on dit, toi tu t'arrêtes là, tu ne peux pas aller plus haut. Si tu pars plus haut, après c'est la catastrophe assurée. Ça, c'est une réalité absolument de toutes les femmes dans tous les corps de métier, dans l'entrepreneuriat, dans l'administration, absolument. Mais il faut aussi reconnaître qu'il est en train d'évoluer. Il évolue à petits pas, mais
il évolue. Bien sûr que c'est des choses qui doivent être combattues. Maintenant, comment on va les combattre? C'est tout simplement en allant au-delà de ce plafond de verre-là. Maintenant, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas en une décennie malheureusement, c'est pas en une année qu'on va claquer des doigts et qu'on va tout dire à toutes les femmes et que toutes les femmes aussi vont l'accepter. Cassons le plafond de verre. Mais on le fissure et on le fissure et je pense qu'à force de fissure, il finira par lâcher par céder. Oui, Eh bien, en tout cas. Et du coup, je vais aller sur ma dernière question parce que je pense que le temps ne nous permet plus. Et ma dernière question, elle est un peu peut-être politique, c'est-à-dire toujours dans l'égalité ou dans l'équité, si je peux, pour reprendre vos mots, dans l'équité femme-homme ou homme-femme. Et je pense que c'est un choix judicieux et tous les spécialistes s'accorderont à dire que c'est un choix judicieux en fait. Mais cela dit, nos chefs d'État sont-ils judicieux? Nos chefs d'État africains. Le chef d'État africain. Vous savez, moi, je suis contre tout ce qui est généralisation. J'ai du mal à donner une opinion de manière générale. Mais si vous me dites, est-ce que, par exemple, le président mauritanien est judicieux? Je ne sais pas, je n'arrive pas à me faire une opinion sur le président Mohamed Ould Ghazouani parce que je ne l'entends pas suffisamment. Et quand je l'entends, son discours donne espoir. Mais quand je regarde le quotidien, la pratique fait grand défaut et je me demande si est-ce que celui qu'on entend de temps en temps est celui qui pratique ce qu'on voit et qui ne donne pas beaucoup d'espoir. Djeneba, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes à la fin de cette émission. Et je remercie tous les téléspectateurs de TV Touba et toute l'équipe de TV Touba et ceux qui sont pas présents et ceux qui sont présents. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle édition. Mais avant de vous quitter, je vais vous laisser le dernier mot. Et je vous laisse vous adresser à la jeunesse, aux moins jeunes, aux femmes, aux hommes. Et c'est votre espoir, l'espoir que vous avez pour l'avenir et l'espoir que vous avez pour demain. Et que vous voudrez partager avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup, merci tout le monde, merci à vous, merci à Salihine, merci à Télé et à Télé Touba, merci à ceux qui verront l'émission. Mais en fait, le message que j'aimerais lancer tout simplement, c'est que la chose la plus importante qui soit, c'est de ne pas être dans l'attentisme. Je le dis et je le répète, je pense que je l'ai déjà dit peut-être aussi dans un autre message. Il est inconcevable pour moi qu'un jeune puisse rester là et n'ait qu'une seule position, c'est celui de dire ce qui ne va pas et de rester les bras croisés sans faire aucun effort. J'ai l'habitude de le dire. Au niveau de l'organisation citoyenne Je m'engage, on a gommé dans notre dictionnaire interne tout ce qui est attente, attentisme et tout ce qui va dans ce sens-là. Soyez dans la dynamique de faire, soyez dans la dynamique de vous améliorer vous et d'améliorer votre quotidien. Et ça, au quotidien, vraiment, au quotidien. Chaque jour, soyez dans la dynamique d'apprendre. La chose la plus inacceptable et la plus triste, je pense, qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de souffrir de la suffisance. De se dire qu'on connaît assez, qu'on sait assez, qu'on a assez développé, qu'on n'a plus besoin de rien ni de personne. Ça, c'est la chose vraiment la plus triste et la plus détestable et qui peut tuer un jeune et tuer un pays et tuer une économie et tuer un ensemble d'espoir. Soyez dans l'apprentissage, chers jeunes. La suffisance, c'est mauvais et pour le cœur et pour la santé et pour le développement de tout un chacun. Merci. Eh bien, c'est très clair. En tout cas, n'attendez pas, agissez. Donc, mesdames et messieurs, on se dit à la prochaine fois sur TV Touba pour une nouvelle édition. Et très bonne journée et très bonne soirée à tous.